Samedi 20 janvier 2018 s'est tenue la cérémonie des vœux de la section locale du mouvement radical, social et libéral des Mureaux, présidée par Papa Walid Danfaka, en présence d'Edi Haït, conseiller régional d'Île-de-France, président du PRG 78, et de François Garret, maire des Mureaux, invité pour l'occasion. Plus d'une soixantaine de personnes étaient présentes pour les écouter. Monsieur le maire, cher François, mon cher Edi Haït, conseiller régional et membre du comité national du mouvement radical social libéral. On va expliquer tout ça. Oui, on va expliquer tout cela. Mesdames et messieurs, acteurs associatifs, représentants des partis politiques, mes chers collègues élus du conseil municipal du Bureau, Bruno Leguillou, Angela, voilà, d'autres vont arriver. Bruno Cédolin. Bruno Cédolin, oui, voilà, Bruno Cédolin. Oui, j'ai cité Bruno Leguillou. Ma chère Isabelle Amaglio, conseillère municipale à Centre-Ville, qui est aussi membre du mouvement radical, qui nous fait à chaque fois qu'elle le peut d'honorer voilà, notre invitation en venant jusqu'au bureau. En tout cas, merci Isabelle. Chers amis, chers concitoyens, chères concitoyennes, amis radicaux, les amis tout court, c'est avec plaisir que je ressens ici votre présence pour cette cérémonie de vœux du mouvement radical. C'est dans cette salle que l'aventure a démarré pour nous. Il y a 2 ans, très exactement au mois de mai 2016, Edi Haït, président départemental du Parti radical de gauche, installé ici le cercle Jean Zé du Parti radical de gauche. Depuis, nous avons évolué, nous avons travaillé, nous avons accumulé de l'expérience. Il s'agissait pour nous, dans un premier temps, de nous faire connaître, savoir qui nous sommes, quelles sont les valeurs que nous défendons, quel est notre projet. Bien sûr, notre projet, c'est celui du projet radical de gauche. Alors, il fallait le faire connaître, d'autant que le mot radical, il fallait l'expliquer. Donc on se disait, mais vous êtes chez Mélenchon, vous êtes radicalisé, etc., etc. Depuis, nous avons bien expliqué que nous sommes une formation qui, dans l'échiquier politique, se situe plus au centre. Alors, cela dit, cela ne suffisait pas. Il fallait aussi expliquer les valeurs que nous défendons. Ces valeurs-là sont intrinsèquement celles de la République. Vous les connaissez, liberté, égalité, fraternité et surtout laïcité. La laïcité, c'est l'ADN du Parti radical de gauche, qui est un parti qui s'est battu sous la Troisième République pour l'instauration de cette République laïque. Alors, nous sommes aussi attachés à la défense des libertés fondamentales. Les libertés fondamentales que vous connaissez, la liberté de conscience surtout, la liberté d'entreprendre sur le plan économique, ce qui ne nous classe pas dans la catégorie des radicaux, ceux qui pensent que l'État doit tout contrôler dans le secteur économique. Nous sommes également attachés à la défense des services publics. C'est la raison pour laquelle la première réunion publique que nous avions organisée le 8 novembre 2016 était centrée sur la défense de l'hôpital de Mana, les Mureaux. Vous le savez, le secteur de la réanimation est menacé de disparaître. D'ici la fin du mois, nous aurons l'avis de l'Agence régionale de santé. Mais dans tous les cas, il y a eu une mobilisation de tous sur le territoire pour défendre. Et cette réunion, nous l'avions organisée à la médiathèque avec les acteurs sociaux, les syndicalistes qui étaient venus. Cela illustre aussi notre démarche, notre méthode. Nous considérons que c'est fini maintenant le temps où les adhérents s'enfermaient dans une salle, refaisaient le monde.
il faut s'ouvrir avec les différents acteurs sociaux. C'est comme ça que nous continuons à mener notre combat politique sur le terrain. Alors, autour de moi, il y a des hommes et des femmes, des historiques de la première heure, ceux qui m'ont suivi. Il y a Louis XVI, à gauche, qui est maire adjoint à l'éducation. Il y a David Nolo. Il est où, David? Tu peux te lever, voilà. David est maire adjoint à l'action sociale et à la santé. Vous avez Apollinaire Tagui Kamga qui est debout, conseiller municipal, vice-président de la commission des travaux. Nous sommes les 4 élus au sein de la majorité municipale dirigée par M. le maire François Garé, qui, pour l'instant, dans notre groupe, le groupe d'élus, nous n'avons pas de femmes pour l'instant. Nous n'avons pas de femmes pour l'instant. Donc, je parle des élus du conseil municipal. Mais nous ne sommes pas qu'un parti d'élus. Nous avons aussi des adhérents. Et là, effectivement, il y a des femmes. La première à nous rejoindre, elle est debout là-bas, Maïmouna Tala, qui tout de suite m'a suivi dans l'aventure, qui n'avait pas gagné d'avance, mais elle s'est jetée avec nous. Et puis il y a Thérèse, notre communicante, celle qui fait le journal. Voilà, celles qui sont présentes. Il y a Viviane, voilà. Et puis il y a d'autres qui ne sont pas là, donc que je ne vais pas citer parce qu'ils ne sont pas là. Et nous avons conscience aussi qu'il y a dans ce territoire des hommes et des femmes qui veulent s'engager, mais qui ne veulent pas s'enfermer dans des étiquettes politiques, hein, qui ne veulent pas forcément prendre la carte d'un parti, mais qui ont des idées, qui peuvent nous apporter des choses. Eh bien, ces hommes et ces femmes-là, nous avons envie, en tout cas, de cheminer avec eux, d'échanger. Nous sommes ouverts à leur intelligence, à leur idée, de façon à nourrir notre projet politique. Alors, quelques-uns sont dans la salle. Hein. Kamel, je pense à toi, tu peux te lever. Kamel El-Idrissi, qui est professeur d'anglais. Vous avez Nathalie, elle est où Nathalie? Voilà, Nathalie Mendy, qui est professeure de gestion, commerce, vente. Et puis, je vais te citer aussi Karine, quand même, pour ton expérience. Donc voilà, donc je pense que c'est tout cela qui va nous permettre, nous, de travailler avec vous, de façon à avoir un projet fécond. Alors, pour finir, parce que je ne voudrais pas être trop long, c'est une cérémonie de vœux. Et avant de vous présenter mes vœux, je voudrais quand même vous dire ce que je pense du monde dans lequel nous vivons. J'ai envie de reprendre ces mots de Francis Cabrel dans la corrida. Est-ce que ce monde est sérieux? Nous vivons dans un monde où nous avons tout pour être heureux. Tu pourrais dire cynique, pas sérieux. Nous avons tout pour être heureux, mais le monde fait peur. Le monde fait peur. Nous avons tout pour être heureux, parce que jamais, en 25 ans, on a produit autant de richesses. Jamais on a accumulé autant de connaissances. Si vous prenez dans le domaine de la médecine, qui permet de vivre le plus longtemps possible. Et le monde nous fait peur. 3 exemples, tout simplement. Le premier, c'est l'aggravation des inégalités. Savez-vous que 1% de la population mondiale détient 50% de cette richesse mondiale? Les 500 plus riches du monde détiennent 2 fois le PIB de la France. Et cela réclame toujours des allègements fiscaux pour s'enrichir de plus en plus. Et vous avez l'histoire de ce qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook, etc., qui ne veulent pas payer leurs impôts. Hein, ça, vous le savez, par le jeu de l'optimisation fiscale. Cela ne peut pas continuer. D'autant que ce sont les salariés qui trinquent, hein, il faut le reconnaître, modération salariale, plans sociaux, délocalisation, etc. Il est temps de travailler pour la juste redistribution des richesses. Deuxième source d'inquiétude, c'est les guerres. Chaque soir, quand vous allumez votre télé, la guerre, partout.
au Moyen-Orient, les massacres des chrétiens d'Orient, massacres des Rohingyas en Birmanie, etc., etc. Alors, je pense qu'il y a un conflit qui dure depuis longtemps. Je crois qu'il est urgent d'appliquer la résolution 242 des Nations Unies. C'est le conflit Israël-Palestine, par exemple, pour arriver à la solution des deux États, telle que la résolution des Nations Unies l'exige. Alors, vous avez aussi ce qui s'est passé en Libye, la traite des êtres humains, n'est-ce pas, qui rappelle les pires périodes sombres de l'histoire. Je crois que l'homme doit se ressaisir. L'homme ne doit pas être un loup pour l'homme. Je citerai ce proverbe africain qui dit que l'homme doit être un remède pour l'homme. Et ça passe par plus d'éducation aux valeurs humanistes. Troisième source d'inquiétude, c'est le réchauffement climatique. Il n'y a que Donald Trump pour nier que le réchauffement climatique est une réalité. Et je crois que là, les États doivent mener des politiques volontaristes pour réduire le réchauffement climatique. Cela dit donc, mesdames et messieurs, je terminerai par parler de notre belle ville d'Emiru, une ville, un véritable laboratoire du mieux vivre ensemble. Cette mosaïque, cette diversité de cette population est une source de richesse. C'est une ville en transition, les transitions numériques, transition écologique. Nous avons eu le label Écoquartier, transition dans les modes de déplacement du futur, la voiture autonome, le téléphérique, etc. Il reste maintenant à engager les grands chantiers que vous connaissez, EOL, rénovation urbaine, construction du pôle Léo-Lagrange, que je pilote, bien sûr, sous la supervision du maire. Tout cela, nous préparons cette ville du futur. Et je pense que le projet 2030, nous autres radicaux, nous apporterons nos contributions, notre richesse, et c'est extrêmement important. J'ai oublié de citer Vincent Lièvre, qui a fait une belle contribution sur les Miro 2030, notamment dans le domaine des transports. Et une contribution très très intéressante sur laquelle nous allons encore travailler davantage. Donc voilà, mesdames et messieurs, encore une fois, merci de vous être déplacés. Je vous souhaite, au nom des radicaux, une excellente année 2018. Réussite dans votre vie professionnelle, réussite dans votre vie personnelle. Et ensemble, portons haut les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Merci. Je parle tout de suite, comme ça je suis sûr que monsieur le maire m'écoutera, comme il doit nous quitter assez rapidement pour d'autres obligations, et je le remercie d'être aux côtés de Papa Wally et de chacune et de chacun d'entre vous aujourd'hui. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à toutes et à tous une très très belle année 2018, qu'elle nous apporte bonheur, santé, mais surtout bien-être dans un pays un petit peu turbulé, comme l'a expliqué Papa Wally tout à l'heure. Je le remercie de l'initiative qui a été prise aujourd'hui, du temps d'échange que nous allons avoir et du moment de partage autour de la galette républicaine que nous allons échanger tout à l'heure. Merci donc à chacune et à chacun d'entre vous pour votre présence nombreuse aujourd'hui samedi. Et permettez-moi de faire un point sur ce qu'a annoncé un peu Papa Wally, c'est-à-dire cette mutation de ce cercle des Mureaux qui aujourd'hui nous permet d'avoir un échange plus large sur la dynamique enclenchée au niveau national par la réunification des deux familles radicales en un seul mouvement, le mouvement radical, social et libéral. Et pourquoi libéral? Puisque tout à l'heure j'ai entendu l'interpellation, parce que nous sommes attachés aux libertés individuelles bien sûr, mais aussi aux droits nouveaux qui accompagnent le libéralisme qui n'est pas qu'économique. Et c'est au nom de ces droits nouveaux, et vous savez, les états généraux de la bioéthique s'ouvrent là depuis hier, et vont être l'occasion de débattre sur les questions de l'enfant, les questions de la fin de vie. Et donc le mouvement radical aura toute sa place dans ce qui constitue un champ essentiel de son action publique. Les deux familles radicales ont donc décidé le 9 décembre, jour anniversaire de la loi de séparation des églises et de l'État, de se rassembler
Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore débat aujourd'hui. Nous sommes dans une phase de pédagogie, dans une phase d'explication, et nous devons convaincre celles et ceux qui ont fait le choix d'être soit chez les radicaux dits de droite, soit chez les radicaux dits de gauche, de rester, et à l'inverse, d'attirer de nouveaux. Parce que l'objectif aujourd'hui est non pas de constituer une force nouvelle avec celles et ceux qui restent, mais d'attirer, compte tenu du nouveau contexte politique aujourd'hui et du jeu de chamboule-tout qui se passe en France aujourd'hui depuis l'élection d'Emmanuel Macron, d'aller chercher des citoyens, des citoyennes qui veulent s'investir au niveau local, au niveau des territoires, pour porter des politiques publiques qu'ils jugent justes. Mais des citoyennes et des citoyens qui sont aujourd'hui d'une exigence beaucoup plus forte qu'ils ne l'étaient encore précédemment, parce qu'ils savent que c'est eux qui décident de ce qu'il se passe, et tant que l'isoloir sera conservé, vous avez la liberté absolue de décider tout seul de qui vous dirigera dans ce pays. Voilà, je vous le dis, le vote électronique, fuyez-le, puisque les vendeurs de machines vous expliquent qu'eux-mêmes sont en capacité de les truquer de toute façon. Donc, si je prends cet exemple-là, c'est que la liberté ultime qui est la vôtre, c'est encore le fait de pousser ce rideau et d'être tout seul dans le pouvoir. Et donc cette liberté-là, elle s'est aujourd'hui exprimée avec l'élection du président de moins de 40 ans, certes face à la représentante de l'extrême droite, mais qui aujourd'hui porte un mouvement de réforme. On le partage, on ne le partage pas, mais aujourd'hui il y a une donne politique nouvelle qui a changé, des pratiques politiques nouvelles. Il faut aujourd'hui, et c'est le rôle de ce mouvement radical, social et libéral, maintenir un point d'équilibre qui permet aux humanistes sociaux de conserver toute leur place dans l'échiquier politique. C'est la raison pour laquelle plusieurs d'entre nous se sont exprimés pour le retrait de la circulaire Collomb de décembre concernant la différenciation du droit d'accueil dans les centres d'hébergement. Ça, c'est un dispositif qui porte atteinte à l'humanisme social tel que le mouvement radical peut le porter aujourd'hui. De la même façon, beaucoup se sont opposés à la réforme sur le logement social et les APL, considérant que ça portait atteinte aux plus fragiles d'entre nous. Nous devons sans arrêt être l'aiguillon d'une majorité qui aujourd'hui a fait le choix de la grande ouverture. Beaucoup nous demandent, mais vous êtes où? Comment vous vous différenciez par rapport à En Marche? Je dirais d'abord, ça c'est l'affaire de En Marche. D'abord, notre positionnement à nous, c'est d'être ni En Marche, ni en France Insoumise. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas ni de gauche, ni de droite. Nous rassemblons des gens de cultures politiques différentes qui décident d'assumer le chamboulement politique et institutionnel qui s'est mis en place depuis l'élection du président de la République, Emmanuel Macron. Je ne crois pas à la négation du clivage droite-gauche, mais je crois à notre capacité de le dépasser au nom de l'intérêt général. Personne ne doit renier ce qui le constitue dans sa culture politique, dans son identité, dans son parcours associatif. Il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a des gens du centre, mais nous sommes en capacité, face aux urgences du pays, Papa Wally a évoqué l'urgence climatique, de dépasser ces clivages pour travailler ensemble, dans la limite de l'expression de ce point d'équilibre. J'ai exprimé des contre-exemples tout à l'heure, comme la circulaire Collomb notamment. C'est la raison pour laquelle ce mouvement radical ne tournera pas le dos aux forces politiques qui existaient et qui aujourd'hui peuvent connaître des difficultés, comme le Parti Socialiste, mais qui ne vont pas s'interdire non plus d'aller parler avec le MoDem, qui aujourd'hui porte parfois des visions correctives à ce que propose la République En Marche quand ils vont trop loin sur un certain nombre de mesures. Donc ce mouvement radical se veut une sorte de lanceur d'alerte politique sur le champ citoyen, moderne, innovant. Nous sommes donc un parti uni par le rassemblement des deux familles politiques, ouvert sur les nouvelles formes de participation et sur la réalité de la vie politique, mais surtout indépendant. Nous ne sommes pas membres aujourd'hui de la coalition gouvernementale. Le président de la République n'a pas passé d'accord politique avec le mouvement radical, social et libéral. Néanmoins, nous avons deux ministres au gouvernement qui agissent en rappelant ce qui est leur singularité à chaque fois que cela est possible. Sur les Outre-mer pour Annick Girardin, sur la cohésion territoriale avec Jacques Mézard, qui, contrairement à ce qu'on peut penser, est beaucoup dans le réajustement des dispositions sur le logement social suite aux premières annonces qui ont été faites de façon un petit peu brutale concernant l'APL. Donc nous devons toujours garder ce devoir de vigilance, mais surtout se rappeler que c'est par les territoires et les élus qui agissent sur ces territoires que nous élaborons les meilleures politiques publiques possibles. Et c'est là que moi je veux remercier particulièrement Papa Wally, Louis, Apollinaire et David d'avoir eu le courage il y a quelques années maintenant de nous rejoindre, de quitter leur famille d'origine, qui est jamais facile pour les gens qui partent d'un parti dans lequel ils ont milité, pour en rejoindre un autre et pour accepter encore de se dépasser
pour porter quelque chose de plus nouveau encore, sans céder, je dirais, aux sirènes d'En Marche ou à la facilité de ce que peut être l'expression d'une opposition telle qu'elle est aujourd'hui à France Insoumise. Aujourd'hui, on se fait un devoir d'exigence de construire quelque chose de responsable et d'innovant, sans rejeter personne. Voilà. Aujourd'hui, notre société n'a plus les moyens de cliver, aujourd'hui, notre société n'a plus les moyens d'exclure. Il n'y a jamais eu autant de riches et jamais eu autant de pauvres. Mais si, dans le monde, il y en a, mais c'est pas nous. C'est pas nous. Et oui, mais la France, elle se gère, les politiques locales que peut porter François, vous savez, elle rayonne bien au-delà de ce qu'il peut faire ici, lui comme d'autres maires. On va prendre un exemple, un maire qui se fasse élire, qu'il soit de droite ou de gauche, même si ici vous avez une meilleure, ça n'a pas trop le choix. Il ne se lève pas le matin en se disant qu'est-ce qu'il va faire pour emmerder son administré. Il se lève pour travailler à la meilleure administration publique possible sur son territoire. Et il faut saluer les élus locaux. Et je pense que ce mouvement radical réussira s'il préserve ces élus locaux, leur donne des nouveaux moyens d'action. C'est la raison pour laquelle l'organisation de ce mouvement devra se faire d'une façon beaucoup plus décentralisée, avec des initiatives locales beaucoup plus fortes, et que la question des présidences, des coprésidences départementales n'est véritablement, pour moi, qu'un sujet accessoire si vous avez personne sur les territoires à animer. Il faut aujourd'hui permettre de libérer sur les territoires les énergies militantes, et c'est bien ce qu'il nous faut aujourd'hui bâtir. Aujourd'hui, c'est une phase de pédagogie qui s'ouvre pour ces 6 premiers mois. Donc on va tourner dans toutes les villes où nous avons des réseaux militants de façon à convaincre pour que vers septembre-octobre, une nouvelle organisation territoriale et départementale soit mise en place. Mais moi, je le dis ici, je porterai le principe de la liberté de nos élus locaux à agir dans l'intérêt des territoires dont ils ont la charge et la responsabilité, parce qu'ils doivent leur mandat des électeurs qui les ont portés aux responsabilités. Bon, voilà ce que je souhaitais vous dire ici en guise de propos et de souhaits pour cette nouvelle année. Exigence, responsabilité, mais surtout, dites-vous que chacun a sa place, et que c'est parce que chacun a sa place que le pays a turbulé à ces dernières élections, voilà, et que rien n'est écrit, contrairement à ce qu'on peut penser. Voilà. Donc chacun peut aujourd'hui apporter une pierre à cet édifice qu'est cette République qu'on souhaite refonder maintenant avec le nouveau mouvement et cette nouvelle dynamique politique qu'il faut parfois rappeler à l'ordre quand elle s'égare un petit peu dans les sirènes d'un libéralisme trop exacerbé ou d'une droitisation trop forte. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Merci pour votre attention. J'ai bien entendu mon ami Papa Wally et son groupe qui fait partie de ma majorité. Ce que je puis vous dire, c'est qu'ils travaillent, ils avancent et ils émettent des idées. J'ai bien entendu mon ami Eddie Haidt, on se connaît depuis quelque temps quand même, et c'est vrai que, je vais vous dire, une lapalissade, que les années en 7 sont suivies par les années en 8. Une lapalissade. Par contre, quand vous regardez 1967-1968, ça a été un moment fort, un moment où on a dit que c'était une révolution. En réalité, ce n'était pas une révolution, c'était une libération. Et c'est vrai que depuis 50 ans, il y a eu tout un tas d'événements qui ont fait par rapport au mouvement féministe, par rapport au mouvement écologiste. En 1967-68, on parlait peu d'écologie quand même. On parlait peu du problème du mouvement féministe. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Et qui ont changé aussi, quand on est dans cette libération, qui ont changé toutes les forces politiques. C'est comme cela qu'il y a eu, quand vous regardez dans les années 74, tout un ensemble d'évolutions dans les lois, en 1980, etc. La deuxième chose qui est importante ensuite, c'est 57-58, qui était 10 ans avant. 57-58, on était dans un contexte en 57. Rappelez-vous ce contexte colonial. Vous avez compris. Ce contexte colonial, etc. Et c'est vrai que Jeannine Gagny a repris une parole importante, on nous comprenait et que souvent on disait « je vous ai compris ». Mais par contre en 58, il y a eu une constitution qui a été faite, un changement politique fort, et il y a eu tout un ensemble de forces politiques aussi qui ont évolué. Et c'est vrai que quand on regarde 57-58, on peut aussi se poser des questions par rapport à une génération. 67-68, c'était une autre génération. On a eu 97-98, et il y a 2017-2018. Et 2017, je pense que par rapport à cette notion de changement de constitution, par rapport à changement, par rapport à la notion des colonies, par rapport au mouvement de libération 67-68, par rapport
à 97-98, dans lequel on allait basculer avec Lionel Jospin, où il y avait eu un changement aussi. 2017-2018, c'est l'année de la mutation. Et c'est les années des mutations. Et vous voyez, on est là, je ne peux pas vous dire ce que dans un an nous serons, politiquement. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, moi-même, je ne suis plus encarté depuis 1992, donc c'est beaucoup plus facile quand on est à l'extérieur d'un parti de regarder un peu ce qui se passe et ce qu'il va se passer. Je sais que dans la salle, il y en a qui ont été des militants forts, qui ont eu des convictions, qui ont toujours des convictions, qui ont eu des engagements, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire ce que ce sera. Je pense que le Parti radical, c'était important qu'il soit gros. Mais il s'est avant tout séparé entre Valoisiens et autres, parce qu'on était dans un contexte de l'union de la gauche, et dans un autre contexte où certains voulaient aller avec, à l'époque, l'UNR, avec les centristes, etc. Et c'est vrai que la notion de prise de pouvoir, de lutte de pouvoir, ou éventuellement d'envie de pouvoir, quand on regarde, certains, Jacques Servan-Schreiber, ou d'autres qui ont appartenu au Parti radical, pensaient qu'il y avait une voie, justement, pour prendre le pouvoir et avoir des postes. D'un autre côté, Robert Fabre est parti vers les radicaux de gauche pour créer le programme commun. Et tout cela a fait son chemin. Tantôt certains étaient à des gouvernements, tantôt que ce soit de gauche ou de droite. Et c'est vrai qu'il y a eu tout un ensemble de lois, de textes, dans lesquels les radicaux ont joué un grand rôle. Par exemple, Henri Caillavet et d'autres, etc. Et donc ça veut dire que le Parti radical, qui est un des plus vieux partis de France, quand même, il ne faut pas l'oublier, a toujours joué un rôle. Mais par contre, il ne faut pas non plus que ce soit la création d'une section radicale par opportunisme, parce qu'on n'était plus bien dans un endroit où éventuellement on ne partageait pas quelque chose dans un autre endroit. C'est où on a des convictions de base par rapport à l'idéal qu'on veut. Et par rapport, je pense qu'aujourd'hui, moi-même, c'est clair, on me proposait de me réencarter. On me proposait éventuellement de mener une tête de liste au sénatorial. Je pense que j'aurais été sénateur aujourd'hui. C'est évident. Je me proposais. Si je ne me suis pas engagé par rapport, je vais être très clair, par rapport à la République En Marche, par rapport au président de la République, qui m'avait demandé aussi de prendre la tête de liste de la République En Marche, et parce que je ne voudrais pas me retrouver au Sénat, éventuellement dans un groupe politique, dans lequel je ne puisse pas, à un moment donné, je ne partage pas toujours nécessairement tout ce que l'on propose. Et donc, à un moment donné, être le petit doigt sur la couture du pantalon, c'est pas ma façon de fonctionner. Et c'est pour ça que j'ai refusé, et j'ai trouvé plus intéressant de faire le mandat de maire, vice-président des comités urbaines, parce que je trouve que c'était pour moi plus intéressant. Alors que j'aurais pu éventuellement partir au Sénat, ça aurait été intéressant. Non, mais c'est pas neutre. Si c'est pour arriver dans un parti, si c'est pour arriver dans une assemblée nationale, un Sénat, pour être frondeur de quelque chose, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est pas ça la politique. C'est pas ça. Donc c'est vrai aujourd'hui, pour ma part, j'entends bien un mouvement radical, social, libéral. Ça, je crois que c'est le Parti radical qui le décide. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'avais à me définir, moi je suis un réformiste social. Et quand je dis un réformiste social, où j'ai placé 4 valeurs principales qu'on essaye dans notre mandat. Le premier, c'est l'éducation. Quand je dis l'éducation, là où on en est aujourd'hui, il va falloir dépasser l'éducation telle qu'on la concevait et telle qu'on le croit qu'elle doit être. Je vais être très clair, il y a peut-être des enseignants dans la salle. Je répète souvent que l'éducation nationale, l'obligation 6-16 ans, c'est jamais que 15% du temps. 15% du temps. Ça veut dire que quand on est 8700 heures en vie, il y a 4 à 5 000 heures, on est debout, et il n'y a que 864 heures où on va à l'école. Et ça veut dire que, bien évidemment, il y a ce socle, il y a tout le restant. Et c'est un point que j'avais discuté avec, je vais dire le nom du prédécesseur d'Emmanuel Macron, François Hollande. Un temps aussi, j'ai parlé avec Emmanuel Macron dernièrement. Je pense qu'aujourd'hui, en France, on n'est pas capable de mettre un ministre de l'Éducation populaire qui serait complémentaire de l'Éducation nationale. Et ça, c'est quelque chose, dans les années 60, on en parlait beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, cette notion qui est en dehors du temps de l'école
sur l'année, avec un pass, éventuellement éducation à l'année, un pass citoyen de 6 à 18 ans, parce que quand on est dans une nation, il faut un moment donné qu'il y ait des temps de passage, des temps de passage obligatoires, et pas de temps de passage volontaire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, et je l'ai redit au précédent président, on ne fonctionne pas sur le volontariat, un service civique. Il faut une obligation. Et à un moment donné, il faut trouver une obligation. Parce que si on veut à un moment donné qu'il y ait une appartenance à un pays, il faut qu'il y ait un rite initiatique et un temps d'initiation. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas obligatoirement dans la République laïque trouvent toujours des temps d'initiation. Regardez, j'ai rien contre les religions, mais toutes les religions ont des temps d'initiation et des temps d'obligation. Aujourd'hui, notre République laïque n'a pas des temps d'obligation. Ça, c'est un vrai sujet. Un vrai sujet. Donc, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Donc, le terme de l'éducation. L'éducation, c'est quelque chose, quand on regarde, 6-16 ans, l'école obligatoire, 16-18 ans, rien n'est obligatoire, 18 ans, on devient citoyen. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, c'est pas neutre. C'est pas neutre. Le deuxième point qui me semble important, sur lequel j'ai toujours positionné notre mandat et notre mandat nous tous, c'est l'éthique. Et quand je dis l'éthique, je dis volontairement l'éthique et pas la morale. La morale, je la laisse à d'autres. Moi, en tant que républicain laïque, ben, l'éthique est importante. Je vais être très clair. La spiritualité ou la non-spiritualité, c'est l'affaire de chacun. La laïcité, c'est l'affaire de tous. Donc, c'est important de se positionner. Ensuite, notre rôle à tous, c'est qu'une fois qu'on a l'éducation et l'éthique, c'est comment, dans la vie en général, on a l'autonomie. Et l'autonomie aujourd'hui, elle ne se décrète pas. Il faut être en activité. Ou éventuellement assuré par un système, peut-être social, si on est en rupture de banc, pour qu'on puisse avoir cette autonomie. Et tout se pose le problème du logement, le problème de la vie en général. Et donc, si vous voulez, quand on positionne tout cela, à partir du moment où on sait qu'en France, maintenant, on est une société multiculturelle, il faut qu'il y ait une unité sur, bien évidemment, nos valeurs de la République laïque, sur des notions de liberté, d'égalité et de fraternité. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Parce que, sinon, si on n'est pas capable de créer ce socle, à un moment donné, on est cloisonné. Et c'est aujourd'hui le danger en France. En France, on s'est cloisonné. Alors, on s'est cloisonné socialement, on s'est cloisonné par le logement, on s'est cloisonné par la nature, éventuellement, des revenus, on s'est cloisonné éventuellement par la nature, même dans les sports. Le public, quand vous allez voir le football, c'est pas le même public que le rugby, c'est pas le même public que l'athlétisme. Quand vous allez voir des musiques, le rock, maintenant, il y a 40 rock. Il y a plusieurs rap. La musique classique, c'est pareil. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on nous en amène dans des silos. Et en plus, avec le numérique, on nous amène vers un individualisme forcené. Deux personnes côte à côte dans un bureau ne se parlent plus sans voir un mail. Ça, c'est quelque chose qui nous appartient. C'est quelque chose qui nous appartient. Alors ça, c'est un point fondamental. Dernièrement, je disais à un ancien Premier ministre, je dirai le nom, je lui disais, tu sais, il faut faire très attention aujourd'hui quand on est dans la politique. Est-ce qu'on privilégie le temps réflexe ou le temps réflexion? Je pense qu'aujourd'hui, on réfléchit souvent, on travaille sur le temps réflexe et non sur le temps réflexion. Et se donner du temps à la réflexion, ce n'est pas quelque chose qui soit négatif. Et par contre, dans notre société, si vous n'êtes pas capable de répondre immédiatement, c'est quelque chose qui est négatif. Le deuxième point, qui est important aussi, il ne faut pas se laisser aliéner par l'accélération du temps. Et aujourd'hui, tout le monde se laisse aliéner par l'accélération du temps. Vous voyez, on a cela, on regarde sans arrêt. On regarde sans arrêt. Éventuellement, on a peur de ne pas être candidat en 2017 à la présidentielle, donc on s'aliène par l'accélération du temps pour être candidat. Éventuellement, certains voient déjà 2022, c'est dans 4 ans, et ça veut dire que peut-être, quand on arrive à un âge plus mûr, dans lequel il y a plus de temps à l'arrière que de temps demain pour la vie politique, peut-être qu'on le comprend et qu'on se dit qu'il faut peut-être voir différemment les choses. Et donc c'est quelque chose qui est important, la maîtrise du temps, la notion aussi, et je tiens mon propos là-dessus, j'en discutais dernièrement par rapport à l'Office international de la francophonie, on est dans un pays
où il y a 3 mots-clés. Vivre, vivre, libre, ensemble. Vivre libre ensemble. Et c'est pas neutre. Vivre libre ensemble, dans une république qui a peu d'exemples dans le monde, laïque, mais par contre, nous ne sommes pas le pays qui faisons tourner le monde, alors que tous les présidents de la République le font croire, que ce soit le général de Gaulle, que ce soit même le dernier, Emmanuel Macron, on a l'impression que c'est nous qui faisons vivre et tourner le monde. On peut dire à Trump, tu feras ça, à Poutine, tu feras ça, qu'en Afrique, vous ferez ça. Il faut arrêter. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que c'est nous qui sommes les donneurs de leçons aux autres. Dans d'autres pays aussi, il y a des très belles expériences qui peuvent venir chez nous. Et donc, ça veut dire qu'on doit vivre libre ensemble, on doit regarder ce qui se passe autour de nous, et surtout aussi avoir l'acceptation des autres, et aussi regarder ce qu'ils font, parce qu'il y a eu du bon, pas que dans d'autres pays. Bon, voilà un peu ce que je voudrais vous dire, mais je pense une chose quand même. Aujourd'hui, je vois poindre des extrêmes. Il ne faut surtout pas les écouter et les croire, parce que c'est toujours facile d'être extrême et d'être critique, que ce soit de gauche et de droite. Mais on ne monte pas une société qu'avec des extrêmes. Et on monte une société avec des gens qui sont capables d'être réformistes, capables d'être bien évidemment sociaux, qui sont capables d'être radicales quand ils prennent une action. Et de temps en temps, il faut laisser un peu de libéralisme à chacun. Merci à tous et meilleurs vœux.